C'est un beau projet, et en particulier dans Monsieur Urvois. Alors, donc, je viens de Perpignan. Vous savez où c'est, Perpignan? Non, c'est au sud de la France. Ouais. Et le sud, c'est bon, c'est un peu large. Alors, c'est à droite ou à gauche? À gauche. Ouais, en fait, c'est au milieu. Ouais, c'est-à-dire là, il y a la frontière espagnole, on va dire, comme ça. Là, il y a l'Atlantique. Là, il y a la Méditerranée. Eh bien, on est ici, là. Pardon. Oui, ça, c'est la. Ça, c'est les Pyrénées, là, la frontière espagnole. Et on est juste avant la frontière. Au bout des Pyrénées, c'est dans les Pyrénées orientales, donc à l'extrémité est des Pyrénées. Et ici, à l'opposé, vous avez le Pays Basque. Voilà, donc c'est à peu près au milieu, hein, parce qu'après, ici vous avez Nice, Perpignan, on va dire, Biarritz, à peu près. Voilà, donc je viens de, comme je disais, M. Urvois, ça doit être un des endroits les plus loin pour venir ici. Sauf peut-être Biarritz ou Nice. Voilà, mais je suis très content de venir ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre de l'exposé. Vous avez peut-être un peu surpris. J'ai fait un titre où j'aime bien faire des titres. A priori, on va pas faire référence à des maths. Donc j'avais mis comme titre la solution viendra-t-elle du recours aux extrêmes? Alors c'est évidemment c'est un titre qui peut avoir une connotation subversive. Hein, on peut penser à de la politique par exemple. Bon, c'est pas du tout évidemment mon propos. C'est juste un petit clin d'œil. Et puis j'ai mis un trait de sous-titre par illustration du principe de l'extrême. Donc mon objectif, j'espère que je vais l'atteindre au moins en partie, c'est de vous convaincre que dans pas mal de problèmes de mathématiques, un problème de mathématiques, c'est quoi? Ça se présente sous quelle forme? Souvent, on cherche à montrer qu'il existe une certaine solution à un problème, à une équation par exemple, ou au contraire qu'il n'en existe pas, ou on essaie de savoir est-ce que telle situation combinatoire est possible ou n'est pas possible. Et très souvent, on va attraper le fait qu'il existe une solution ou qu'il n'en existe pas en considérant des cas qui sont extrêmes. La solution, elle va souvent venir on va dire, bon, on choisit l'élément, l'objet qui est le plus petit, ou le plus grand, dans un certain sens, ou bien qui rend la plus petite ou la plus grande une certaine fonction. Et donc, je vais essayer d'illustrer ce principe à travers un certain nombre d'exemples. Des exemples, on va dire, sérieux. En ce moment, il y a des maths profondes derrière. Et puis des exemples plus ludiques, mais qui sont parfois assez spectaculaires. La notion d'extrémum, c'est quelque chose que vous manipulez déjà pas mal en terminale. Hein, souvent, vous avez des exercices où vous cherchez les minimum, maximum d'une fonction. Pour ça, vous utilisez, en général, vous avez des fonctions d'une variable réelle, c'est-à-dire la variable se balade dans un intervalle de R. Les outils que vous avez pour ça, c'est des outils qui ont été développés au XVIIe siècle, qu'on appelle le calcul différentiel, donc calcul des dérivées. Vous cherchez là où la dérivée s'annule, change de signe, fait des tableaux de variation, etc. Les problèmes que je vais mentionner ici, ça ne relève pas de ce genre de techniques. On va essentiellement travailler sur des ensembles finis ou dans l'ensemble des entiers naturels. Autrement dit, ça relève de ce qu'on appelle les mathématiques discrètes. Donc, on ne va pas avoir des fonctions d'une variable continue qui se déplace dans un certain intervalle de R. Voilà. Avant que je commence, vraiment, si jamais j'utilise un mot, une notation que vous ne connaissez pas, tout de suite vous levez la main parce que ce serait bête que vous soyez bloqué par. Souvent, c'est un détail, on utilise un mot, on croit que l'auditoire le connaît, et en fait, du
ne connaît pas et ça peut bloquer complètement alors que les idées sont finalement assez simples. Bon. Alors, je vais commencer par un premier problème de maths sérieuse qui illustre l'idée de ce principe d'extrémum où on va chercher quelqu'un qui est minimal ou maximal dans un certain sens. La propriété fondamentale qu'on va utiliser tout le temps, c'est le fait que l'ensemble des entiers naturels, vous savez ce que c'est l'ensemble des entiers naturels, hein, c'est donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Il a une propriété, c'est 0, on le note comme ça, vous connaissez cette notation naturelle, donc il est bien ordonné. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire que si vous prenez une partie de l'ensemble des entiers naturels, pourvu qu'elle ne soit pas vide, eh bien alors, elle va admettre un plus petit élément. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans cette partie des entiers qui est le plus petit. Bon, c'est quelque chose qui est une propriété fondamentale de l'ensemble des entiers naturels et qui est, je l'espère, assez intuitive. En revanche, si vous allez dans l'autre sens, si vous prenez une partie de n, elle n'est pas forcément un plus grand élément, un élément qui est le plus grand de tous, parce que votre partie, elle peut être, si vous prenez n tout entier, par exemple, ben vous avez 0, c'est le plus petit élément de n, mais vous n'avez pas de plus grand élément, parce que c'est une partie qui n'est pas majorée, qui est infinie, non majorée. Donc en fait, si vous voulez avoir un plus grand élément dans une partie de grande n, il va falloir imposer que la partie soit majorée, autrement dit qu'elle soit finie. Donc, si vous prenez une liste d'entiers, c'est ce que vous faisiez à l'école primaire, rangez dans l'ordre croissant les nombres suivants, là, vous avez le plus petit, vous avez le plus grand. Bon. Donc je vais utiliser sans cesse ce type de propriété. Alors donc le premier problème sérieux que j'envisage, c'est un vieux résultat qui est dû à Euclide. Euclide, c'est quelqu'un qui vivait, vous savez à peu près quand? C'est un nom que vous connaissez, Euclide. Oui. C'est un des mathématiciens dont vous connaissez le nom. En général, on utilise l'adjectif géométrie euclidienne, par exemple, on le retrouve là, ou division euclidienne, ou algorithme d'Euclide. Bon, voilà, on retrouve. Donc, c'est quelqu'un qui vivait à peu près autour de moins de 300, donc il y a 2300 ans. Donc, Euclide, il dit quoi? Il dit que si vous prenez, est-ce que vous connaissez ce symbole? Oui, pour tout. D'accord? Si vous prenez n'importe quel entier plus grand que 2, eh bien, vous pouvez lui trouver un diviseur qui est premier. Vous savez ce que c'est un nombre premier? Oui. Tout le monde? Il existe P premier, diviseur de n. Donc diviseur de n, ça veut dire que n, c'est un certain nombre de fois P. Ce résultat, donc ancien, il est à la base, au fondement de l'arithmétique des nombres entiers. En particulier de ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, que vous avez peut-être croisé au collège, je ne sais pas, qui dit que si vous prenez n'importe quel nombre entier, supérieur ou égal à 2, vous pouvez le décomposer comme un produit de nombres premiers. Et ce, de manière unique en plus. Vous connaissez le théorème de décomposition en facteur premier? Là, si je prends 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Et ça, c'est la décomposition en facteur premier. Ben, le fondement de ce théorème de l'existence, c'est ce lemme dû à Euclide, ce résultat dû à Euclide. Alors, comment le montrer en utilisant justement l'idée d'extrémalité? Eh bien, on va l'appeler, je vais l'appeler D avec N. C'est l'ensemble justement des diviseurs, des nombres qui divisent N. Donc, je vais dire ça, c'est l'ensemble, donc soit Dn, l'ensemble des D plus grand que 2, tel que D divise N. Donc je prends tous les nombres supérieurs ou égaux à 2, tel que N soit un multiple de D. Alors, ça, par définition, c'est bien une partie
de l'ensemble grand L. Donc ça, c'est contenu dans grand L. Vous connaissez le symbole contenu dans? J'espère bien, oui, qu'ils le connaissent. Oui. Non, mais il faudra vérifier. Mais typiquement, j'utilise une notation. Il y en a un qui ne sait pas, oui, non. C'est quoi? Alors, est-ce que cette partie, je voudrais appliquer ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire que si j'ai une partie de grand N qui est non vide, elle va mettre un élément qui est le plus petit possible. Est-ce que je suis sûr qu'elle n'est pas vide, cette partie? Oui, pourquoi? Parce que B il est au moins égal à 2. Oui, mais 2, si par exemple ton nombre n il est impair, tu vois, 2 il ne divisera pas, donc ce ne sera pas forcément un diviseur. Je veux être sûr que là-dedans il y a au moins un nombre, donc il faut que je sois sûr qu'il y a un diviseur de n supérieur ou égal à 2. Bah, forcément, il y a N. Il y a n, voilà. N divise lui-même. Un nombre, n'importe quel nombre, il admet toujours 2 diviseurs, minimum. Lui-même et 1. Et justement, les nombres premiers, c'est ceux qui n'admettent que ces deux-là. Donc 1, oui, 1 est un diviseur de n, mais 1, je ne l'admets pas parce que je veux être plus grand que 2. Mais en revanche, n, il appartient bien à dn. Vous êtes d'accord? Parce que n, c'est une fois n. Donc n divise n. Donc, ça veut dire que dn, ben, il n'est pas vide. Ça, vous connaissez ce symbole? Il n'est pas vide. Donc, puisqu'il n'est pas vide, par la propriété de grand n, il admet un plus petit élément. Donc, soit P, alors je vais le noter comme ça, le plus petit élément, min de dn. Ça, c'est le plus petit diviseur de n supérieur ou égal à 2. Je lui donne un nom, je l'appelle P. Et bien, je dis que P, alors P, évidemment, P, il divise n, puisqu'il est dans les diviseurs. Il est plus grand que 2. Ce qui me reste à prouver, c'est qu'en fait, c'est lui le candidat. Lui, il est premier. P est premier. Donc si j'y arrive, ça veut dire que la solution de mon problème, il existe un diviseur premier, je l'aurais bien attrapé comme un problème d'extrémum, le minimum d'une certaine liste. Alors, pourquoi il est premier? Eh bien, supposons qu'il ne le soit pas. Sinon. Donc, si le nombre n'est pas premier, ça veut dire que vous pouvez le casser en la multiplication. Une vraie multiplication de deux nombres qui sont tous les deux supérieurs ou égaux à 2. Parce que par exemple, 7, il est premier, je peux toujours écrire que 7, c'est 7 fois 1. Mais c'est 7 et j'utilise 1 dedans. Si le nombre n'est pas premier, comme 6, parce que 6, je peux l'écrire 2 fois 3. C'est genre comme le produit de deux nombres qui sont tous les deux supérieurs ou égaux à 2. Donc s'il n'était pas premier, donc là on fait un raisonnement par l'absurde. D'accord? Eh bien, ça voudrait dire que P, je pourrais l'écrire Q multiplié par R, le produit de deux nombres, avec Q qui est plus grand que 2, R qui est plus grand que 2. Bon. Alors, que pensez-vous de nombre Q, par exemple? Premier. Non, ça je ne sais pas. Mais Q, il divise P. Donc, il divise Q aussi. Il divise qui aussi? N. Q divise P. Donc, il divise N. Oui? Notre part Q, il est plus grand que 2, écrit ici. Donc, Q, il appartient à quel ensemble? DN. Il appartient à DN. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Q, il appartient à DN, et comment il est positionné par rapport au nombre P? Plus petit. Il est strictement plus petit. Il est strictement plus petit, puisque R, il est supérieur ou égal à 2. Donc, on obtient une contradiction. Pourquoi? Parce que P, vous aviez garanti que c'était le plus petit de la liste. Et là, s'il n'est pas premier, vous venez d'en trouver un qui est strictement plus petit. Contradiction. Voilà, donc
ce résultat d'arithmétique, on peut l'attraper donc par un raisonnement qui utilise un élément minimum. Alors, pour détendre l'atmosphère, je vais pas suivre l'ordre que j'avais pensé au départ. Je vais alterner des problèmes sérieux avec des problèmes. On va passer à un problème ludique, donc qui ne ressemble pas du tout à un problème de maths. Parce que là, c'est un énoncé de maths, ouais, c'est sérieux, quoi. On n'est pas là pour rigoler. Donc, pour que je sois un peu tendu. Alors, on va changer, on va passer dans une fête. Donc, vous avez une réception où il y a une personne N personnes. Là, vous avez donc une fête, vous avez pas 150 personnes. Je dis que chaque invité, parmi les invités, donc, il y en a au moins 2 qui connaissent exactement le même nombre de personnes dans la salle. J'écris l'énoncé comme ça. Ils connaissent le même nombre de personnes. Présente. Pas à l'extérieur, c'est un système clos. Bon, vous voyez, ça, bon, même s'il y a le mot nombre, donc dès qu'on parle d'un tout plus un nombre, on pense à des maths, mais sinon c'est un énoncé, vous voyez, c'est pas comme ce côté un peu sérieux du premier énoncé. Alors, déjà, il faut préciser une chose, c'est que la relation connaître, c'est une relation que je suppose réciproque. Si je te connais, tu me connais. C'est symétrique. Parce que c'est pas un phénomène de je connais, ah oui, je le connais, j'en ai entendu parler. Il y a quelqu'un qui est hyper célèbre, tout le monde le connaît, mais lui, il connaît personne. C'est pas dans ce sens-là. C'est une connaissance. Il n'y a pas, je sais pas qui, le président de la République qui est là, tout le monde le connaît, et peut-être qu'il ne connaît aucun des participants. Alors, la solution de ce problème, elle est basée sur 2 trucs. La considération de cas extrêmes et un autre principe que j'aime bien qui s'appelle le principe des tiroirs de Dirichlet. Comme ça me donnera l'occasion de vous en parler. Et il est un peu, par rapport à la thématique, à part qu'on considère les cas extrêmes, il est un peu borderline dans la mesure où c'est pas la solution ne vient pas de la considération d'un min ou d'un max, mais en fait de la considération simultanée des cas extrêmes, vous allez voir. Bon. Alors d'abord, la première chose que vous allez me dire, c'est quelqu'un dans la salle, a priori, il peut connaître entre combien et combien de personnes? Entre 0 et moins 1 personnes. Entre 0 et moins 1 personne. Alors là, pareil, c'est juste une convention. Est-ce qu'il se connaît lui-même? Ça n'a aucune importance. Si on dit qu'il se connaît lui-même, ça shift juste le truc de 1. Donc ça sera entre 1 et n. Bon, on va dire qu'il ne se connaît pas lui-même, on ne se connaît jamais très bien soi-même. Hein. Donc il connaît, soit il ne connaît personne, il arrive, il n'a jamais vu personne. Donc il connaît entre 0 et maximum n-1, puisqu'on n'est plus qui se connaissent lui. Oui. Alors, pour montrer qu'il y a l'énoncé, il dit que si vous voulez ranger les jambes, imaginons que ça soit, vous avez une commode, j'aurais pu les mettre verticalement, parce qu'en général les commodes, c'est des tiroirs, vous savez ce que c'est une commode, hein, un meuble avec des tiroirs. Ouais, je vais le faire comme ça sera plus joli. Donc vous avez une commode avec n-1 tiroir, avec les tiroirs numérotés de 0 à n-1, donc en fait il y a n tiroirs, d'accord?
0 à n-1. Et l'énoncé dit quoi? Il dit que si vous prenez donc tous vos invités, il y en a au moins deux qui tombent dans la même case. Hein, imaginons, il y en a peut-être deux qui tombent dans la case numéro 3, donc ils connaîtront chacun 3 personnes. C'est ça l'énoncé. Ils connaissent le même nombre de personnes. Alors, combien n tiroirs ici? Ben, imaginons que vous mettiez un ici, un ici, un ici, etc. Un ici, vous les rangez chacun dans un tiroir différent, et vous obtenez que tout le monde connaît un nombre différent de personnes. Donc on dirait que l'énoncé est faux. Et c'est là qu'arrive la considération des cas extrêmes. Qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Les cas extrêmes, c'est évidemment les deux tiroirs, le tiroir du haut et le tiroir du bas. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un ici, quelqu'un là, etc., jusqu'à quelqu'un ici? C'est possible. Non, pourquoi? Ouais, ça serait compliqué que. Enfin, il y a une personne qui connaît personne et une personne qui connaît tout le monde. Voilà, mais ça c'est. Les deux cas extrêmes s'excluent mutuellement. Si vous avez mis quelqu'un ici, si quelqu'un ne connaît personne, comme la relation, j'ai bien insisté, elle était réciproque. Ça veut dire que personne ne connaît cet individu. Donc il n'y a personne dans ce tiroir. Ici, ça c'est impossible. Oui. Et inversement, si vous avez quelqu'un, l'organisateur par exemple, qui peut-être connaît tout le monde, bon, si vous avez quelqu'un ici, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un là. Donc en réalité, vos gens, vous les rangez non pas dans n tiroirs, mais dans n-1. Soit entre 0 et n-2, soit entre 1 et n-1. Pas dans un tiroir, mais dans n-1. Donc maintenant, vous avez ce qu'on appelle le principe des tiroirs de Dirichlet. Donc en fait, il y a la considération des cas extrêmes. Je ne fais pas des discours, le petit dessin, je pense, suffit. Fait que vous avez en fait n-1 tiroir. Donc soit de 0 à n-2, soit de 1 à n-1. Donc le principe des tiroirs de Dirichlet, c'est un principe qui est intuitivement tout à fait évident. Si vous avez une commode avec n tiroirs, ou ici n-1, et que vous avez un t-shirt de plus que le nombre de tiroirs, vous avez ici n t-shirts arrangés dans une commode qui ne comporte que n-1 tiroir, fatalement, vous allez être obligé de mettre au moins 2 t-shirts dans un des tiroirs. Ça va? C'est pas violent comme truc. C'est pratique, hein? Donc, vous avez vos n personnes. Vous devez, c'est pas des t-shirts là que vous devez ranger, c'est des gens. C'est n gens, vous devez les ranger dans n-1 case. Il y en a fatalement 2 qui atterrissent dans la même case. C'est QFD. D'accord? Voilà, il y en a 2. Bon, dans le même. Bon. Alors, juste alors bon, le premier problème qui a été évoqué, c'est de l'arithmétique. Donc c'est un petit peu compliqué pour le grand oral parce que c'est plutôt ma experte. Le deuxième, c'est vraiment de la combinatoire et du dénombrement. On fera un chapitre de combinatoire et de dénombrement dans l'année. Donc c'est vraiment un problème pour le coup qui est grand oral recasable, si j'utilise les termes qu'on utilise pour les concours. Ok. Alors, vous voulez que j'enchaîne quoi? Sur du sérieux ou du pas sérieux? On finit seulement. Je pense qu'il y a un passage. Oui. Ils sont tous essentiellement sérieux, mais c'est... bon. Je vais continuer sur un qui est peut-être plus ludique que le deuxième que j'avais en tête.
Vous prenez dans le plan tous les points qui sont à coordonnées entières. Donc, vous avez votre plan comme ça, mais en repère orthonormé, puis vous prenez donc tous les points qui sont à coordonnées entières. Bon, je ne vais pas tous les dessiner. Comme ça, je vais dessiner quelques-uns. Et alors, à chaque point, ça forme ce qu'on appelle un réseau. À chacun de ces points, vous affectez un nombre entier positif, et avec la condition suivante, c'est que le nombre, à chaque fois, il doit être la moyenne de ces quatre voisins, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, vous allez ici, je fais un zoom. Si vous avez un point ici, que vous lui affectez le nombre m, eh bien, si vous avez mis A, donc les proches voisins, vous avez mis A, B, C et D, vous allez avoir la condition que M, ça soit la moyenne des nombres que vous avez affectés aux quatre voisins. Voilà. Donc A plus B plus C plus D sur 4. Ça doit être vrai partout. Alors que pensez-vous qui va se passer si vous faites ça? Tous les points auront le même nom. Tous les points auront le même Non. nom. Ouais, exactement. L'affectation des nombres que vous allez faire, elle va être constante. Alors, très bien intuité. Donc si M, voilà, tous les points seront affectés du même nombre. Bon. Alors pourquoi? Donc on essaie de penser à toujours trouver, faire jouer le plus petit ou le plus grand. Donc là on a envie de faire jouer qui? Le plus petit quoi ou le plus grand quoi? Non, non, ABCD. Non, mais ça c'est juste, ça c'est un zoom sur une situation locale. Là, l'énoncé, c'est, je suppose que j'ai mis des nombres, à tous les points, il y en a une infinité. Hein. De tous les points à coordonnées entières du plan, j'ai mis qui 1, qui 2, qui 7, qui 8, qui 9, etc. Ou qui 12, 1789, 1515, etc. Je les ai tous affectés d'un certain poids. Mais je veux qu'il y ait cette condition qu'à chaque fois, n'importe quel point, il doit avoir la valeur. La valeur affectée, c'est la moyenne des quatre voisins, aux quatre points cardinaux. Et c'est cette contrainte qui fait que, comme l'a bien intuité votre camarade, fait que je n'ai pas de liberté, il faut que je mette le même nombre à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, quelle liste de nombres entiers on pourrait invoquer ici? La liste de quoi? En fait, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris là. Je refais. Bon, imaginons, je parle de ces points, mais ça s'étire dans toutes les directions, hein, il y en a une infinité. Donc, par exemple, bon, lui, je décide de mettre 1, 7, 9, 10, 11, 12, 113, 15, 115, 89, 98, bon, etc. 99, 100, 101, 1000, 10 puissance 6 et 12. Voilà. Bon. Puis je continue. Donc j'affecte comme ça des entiers à chaque point. Mais vous voyez bien que par exemple,
ça satisfait pas la condition qui est ici, parce que vous prenez ne serait-ce que celui-là, ben 1, c'est pas la moyenne de 1099, 100 et 7. Bon, donc ça c'est une configuration qui marche pas. Mais a priori, j'ai comme ça une affectation de nombre à chaque point à chaque point à coordonnée entière. Donc, je peux considérer quelle est la partie qui va m'intéresser ici. La partie justement des nombres rouges que j'ai mis. Ça me fait une certaine partie de N. C'est tous les choix, a priori, de poids que j'ai affectés à chaque point. Et je vais considérer qui? Le plus petit de ces poids ou le plus grand? Le petit, parce que le plus grand, il n'y en a pas forcément, parce que c'est un ensemble infini. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. N, si vous prenez du côté gauche, vous êtes sûr qu'il y a un plus petit élément, mais du côté droit, si vous n'avez pas une borne, ça peut s'échapper à l'infini. Donc je vais appeler M le plus petit nombre de la liste des poids rouges que j'ai affectés à chaque point à coordonnée entière. Donc soit M le plus petit des nombres affectés à chaque point à coordonnée entière. Bon, alors, ce nombre petit m, il est affecté, il y a au moins un point qui porte ce poids petit m. J'en choisis un, quelque part, là, je vais avoir un point qui correspondra à cette valeur minimum. Ouais. Tu regardes ces 4 voisins. Donc les 4 voisins, donc je refais la configuration qui est là. On prend ces 4 voisins, A, B, C et D. Je vais prouver que les 4 voisins sont forcément de valeur M. Et après, vous voyez, le truc, il va se propager. Parce que si je prouve que les 4 valeurs ici des voisins sont aussi M, forcément le A, le B, le C, le D doivent être M. Après, ça va être contagieux. Puisqu'après, je reprendrai le voisin là, le voisin là, le voisin là. Par le même raisonnement, ça sera M, etc. Et donc, ça se propagera à tout le plan. Alors, pourquoi c'est forcément M, les voisins? Qu'est-ce qu'on a comme condition? C'est que M, c'est la plus petite valeur affectée. Donc, les 4 voisins, ils sont au moins aussi grands que M. Oui. Du coup, pour faire une moyenne, si on veut que ce soit pas tout égal à M, on a forcément un plus grand, plus petit que le nom. Ouais. On peut pas rappeler. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Allez, les 4 voisins, ils sont au moins aussi grands que M. Ça, c'est par définition de M. Ça, c'est acquis, par définition de M. Et moi, je veux prouver que c'est égal, en fait. Donc, si ça n'était pas, c'est ce que dit votre camarade, si ça n'était pas, ça veut dire que l'une de ces inégalités, au moins, serait stricte. Imaginons que ça soit celle-là qui soit stricte. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais la moyenne A plus B plus C plus D divisé par 4, j'obtiens un truc qui serait... Donc, non, qui serait strictement plus petit. Parce qu'ici, là, ça vous dit que 4M est égal à A plus B plus C plus D. Donc, s'il y en a un des 4 qui est... s'il y en a un des 4 qui est strictement plus grand que M, ici, vous auriez donc M. C'est le plus petit, hein, donc ici, donc 4 M, donc ça fait ça, comme ça, M, voilà. Et donc,
ça, A plus B plus D, ça c'est... oui, c'est ça. Donc ça serait, pour le coup, A strictement plus grand que M. Si on avait une inégalité stricte, hein, ça serait strictement plus grand que M plus M plus M plus M. Donc vous auriez 4M qui est strictement plus grand que 4M, ce qui est absurde. D'accord? Voilà. Et donc après, par propagation, vous avez tout le plan qui est affecté du poids petit m. Alors, prenons des petits problèmes de géométrie pour essayer de varier un peu les plaisirs. Donc c'est le problème, je ne sais plus combien, 4. Alors, je me donne un certain nombre de points dans le plan, n'importe comment. Et je fais l'hypothèse qu'à chaque fois que vous prenez 3 de ces points, donc ça vous fait un triangle, l'aire de ce triangle, elle est inférieure ou égale à 1. Ça, c'est l'hypothèse. Alors, on voit bien qu'avec ce type d'hypothèse, vos points ne peuvent pas être trop dispersés, quoi. Alors, j'affirme qu'en fait, il existe un triangle qui les contient tous, ces points, et qui est d'aire maximum 4. Contenant tous ces points et d'aire inférieur à. Ce qui précise quantitativement que ces points ne peuvent pas être trop dispersés, parce qu'ils sont contenus dans un triangle d'aire. Alors, pour ça, ce sera un bon exo de dénombrement. Calculer exactement combien il y a de triangles définis par n points. Mais on n'en a pas besoin. Donc, il suffit d'être convaincu, c'est qu'il n'y en a pas une infinité. Il y en a un nombre fini, peu importe la valeur de ce nombre. D'accord? Exercice supplémentaire, vous calculerez combien il y a de triangles. Donc, il y a un nombre fini de triangles. Si à chacun de ces triangles j'associe son aire, ben j'ai donc une liste finie de nombres, qui sont pas entiers, hein. C'est des nombres réels, mais j'ai une liste finie de nombres réels, donc vous pouvez les classer du plus petit au plus grand. Et je vais prendre un triangle qui réalise la plus grande des aires, qui néanmoins, d'après l'hypothèse, sera maximum 1. Donc soit ABC, un triangle dont l'aire est la plus grande possible. Vous êtes convaincu qu'il y en a au moins un. D'accord? C'est toujours le même principe, dont l'aire est la plus grande possible. L'aire, en tout cas, donc on a que l'aire de ABC est plus petit ou égal à 1. Alors je vais le dessiner, bon, vous avez un triangle comme ça, ABC.
et C. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour fabriquer à partir de ce triangle un triangle d'air maximum 4 qui va fatalement contenir tous les points A, B et C, c'est 3 des points des n points donnés au départ. Hein. Donc je veux maintenant montrer qu'il y a bon, les autres ils sont là, mais ils ne peuvent pas être trop loin. Est-ce qu'on pourrait, vous verriez un triangle construit à partir de celui-là qui contiendrait tout le monde? Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les parallèles à chaque côté. Alors, je prends la parallèle au côté AB. Comme ça. Je prends la parallèle au côté BC. Puis je prends la parallèle au côté AC. Voilà. Donc, le triangle rouge que j'obtiens ici, je vais l'appeler, bon, on va l'appeler quoi E, F, G. Les points EFG, ils n'ont aucune raison d'être dans l'ensemble de points donnés initialement. Hein. Mais je dis que EFG, ils contiennent tous les n points, forcément. Et qu'il est d'air inférieur ou égal à 4. Alors ça, c'est... expliquez-moi pourquoi l'air de FG est plus petit que 4. Mon dessin est un peu biscornu, mais... Parce que c'est 4 fois l'air de ABC. Tout à fait, oui. Tout à fait. En fait, le triangle qui est là, vous le retrouvez 4 fois. Hein. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Donc, en fait, l'air de EFG, c'est 4 fois l'air de ABC. Donc, c'est plus petit que 4, puisque l'air de ABC est plus petit que 1. Bon, maintenant, il reste à prouver que ce triangle rouge contient forcément les n points. Le triangle EFG contient les n points. Alors pourquoi? Eh bien, supposons par l'absurde qu'il y en a un qui s'échappe, qui ne soit pas dans le périmètre rouge. Donc il est à l'extérieur du triangle rouge. Donc par exemple, il est dans le demi-plan qui est là-haut, bordé par EF, ou par là, ou par là. Bon, imaginons que je le mette ici. Donc supposons, donc c'est encore un raisonnement par l'absurde, si un des points de notre côté était à l'extérieur. Alors expliquez-moi pourquoi ça ne va pas. Mais du coup, il n'aura pas une aire inférieure ou égale à 4. Du coup, c'est... Ah si, ça c'est acquis. Le fait que le triangle rouge EFG soit d'air inférieur à 4, ça c'est acquis. Ce qui n'est pas acquis, c'est qu'il contienne tout le monde. Donc là, je vais montrer qu'il contient tout le monde. Donc je suppose qu'il y a un des n points donnés au départ qui a le mauvais goût d'être à l'extérieur de cette zone rouge. Et je montre que ça va être contradictoire avec, n'oubliez pas, ce qu'on a fait, c'est que c'est ça. Ah, parce que... Oui. Moi, oui. Non, toi, parce qu'il a déjà répondu. Du coup, on a déjà un triangle ABC qui a une aire de 1. Mais... Non, il n'a pas une aire de 1. Il a l'aire la plus grande possible, mais pas forcément 1. ABC, on l'a choisi comme étant un des triangles dont l'aire est la plus grande possible. Mais, et cette aire, elle est par hypothèse inférieure à 1. Je ne sais pas si c'est égal à 1 ou pas. Hein. Du coup, BC, ce sera encore plus grand. Voilà. C'est lui, là. Ici, je vais l'écrire peut-être en bleu. Ouais. Donc lui, il est formé de 3 points parmi les n, parce que P, il est dans l'ensemble des n points donnés au début, B et C y étaient.
Et donc tu me dis que l'aire du triangle bleu, elle est strictement plus grande. Pourquoi? Parce que la hauteur est plus grande. Voilà. Et qu'ils ont la même base. Donc ça, c'est un truc fondamental, c'est que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, elle est divisée par 2. Donc là, ils ont une base commune, et la hauteur, ici, ben, l'appartement où il est dans le demi-plan qui est là-haut, ben, la hauteur, là, elle est strictement plus grande que la hauteur qui est ici. Donc l'aire de B, je vous laisse le soin de bien rédiger, hein, PC, elle est donc strictement plus grande que l'aire de ABC. Donc c'est une plus grande hauteur. Et ça, c'est idiot. Puisque vous avez dit que ABC, c'était celui qui a réalisé la plus grande aire parmi les triangles constitués de 3 points de l'ensemble donné. Et vous venez d'en trouver un qui est d'aire encore plus grande. Donc la contradiction. C'est comme tout à l'heure avec nos nombres premiers, on avait choisi le plus petit, on en trouvait un qui fait le job et qui est strictement plus petit. Ça va pas. Donc absurde. Contredit la maximalité de l'aire de ABC. Voilà. Vous avez compris? Alors, peut-être, ça va au niveau vitesse, parce que je vais peut-être vite. Non, ça va. Ouais, c'est bon. N'hésitez pas, on peut faire un temps mort. Alors, lequel des problèmes vous avez préféré jusqu'à maintenant? Bah, vous pouvez n'en préférer aucun, dans ce cas. Les tiroirs. Les tiroirs. Les tiroirs. Ah, les tiroirs, ouais, je vais noter. C'est marrant parce que ce truc qui est tout bête, les tiroirs de directeur, ça porte en plus le nom d'un grand mathématicien, on se dit quand même. On espère qu'il a fait autre chose que ça dans sa vie, quoi, le gars. Et c'est le cas. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Bon, là, c'est un peu anecdotique. C'est pour ça que ce que j'ai distingué tout à l'heure, un problème sérieux, un problème anecdotique. Mais vous ne pouvez pas savoir les résultats très très sophistiqués qu'on peut démontrer avec ce principe des tiroirs de Dirichlet. Une puissance. Ça ne sert pas qu'à démontrer des frivolités de ce type. Voilà. Non, c'est un très joli truc. Moi, c'est un truc que j'adore. Bon, alors, donc vous avez aimé la réception. Donc, il y en a un autre où ça se passe dans une fête aussi, donc peut-être je ne vais pas le dire tout de suite pour le garder. Et celui que vous avez le moins aimé? Le 3, ouais. Cordonnier. Ah ouais, Cordonnier. les cordonniers. Ouais. Alors, là, je reviens quand même peut-être à un truc sérieux et quelque chose qui est fondamental en terminale, que vous avez, alors, je ne sais plus si on l'apprend en première ou en terminale, mais en tout cas en terminale, vous le manipulez à long, à large et à travers, c'est ce qu'on appelle la récurrence. Raisonnement par récurrence, vous savez que c'est une arme redoutable pour raisonner, c'est très très puissant. Moi je dis à mes étudiants qui passent des concours, souvent je leur dis, vous n'abandonnez jamais une question dans un problème si vous n'êtes pas posé à un moment donné la question, mais est-ce que ça ne se démontrerait pas par récurrence? Parce que souvent on n'y pense même pas. Parfois c'est évident, parce que si on vous dit montrer que quelle que soit n, blabla, une propriété, c'est téléguidé. Mais parfois le problème ici, c'est pas si simple, et on ne pense pas forcément à faire une récurrence. Il suffit qu'on en ait l'idée, et d'un coup on dit, mais oui, mais c'est bien sûr, il faut faire une récurrence. Donc c'est quelque chose qui est très 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 performant. Bon. Alors, ce principe de récurrence, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez une certaine propriété qui dépend d'un entier n. Bon, par exemple, je ne sais pas, une certaine suite un qui est majorée par telle quantité.
Et pour le démontrer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un raisonnement en deux temps. D'abord, vous vérifiez une certaine initialisation, c'est-à-dire vous vérifiez que votre propriété, mettons en 0, est vraie. Ouais. Et ensuite, vous montrez que si vous avez la propriété au cran n, vous l'avez au cran n plus 1. Donc en fait, vous montrez quelque chose qui est que quel que soit n, vous avez que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle hérédité. Hérédité, ça c'est l'initialisation. Et alors, le principe de récurrence vous dit que si vous avez vérifié ces deux étapes, alors votre propriété elle est vraie pour tous les entiers. Donc si ça, alors, quel que soit n, Pn est vrai. Bon, alors, ça c'est, bon, quand on utilise le mot principe, ça veut souvent dire que c'est un truc qui est admis, qui est un peu à la base. Vous savez, les maths, on ne peut pas faire des maths à partir de rien. Il faut au départ décider qu'il y a certains principes, axiomes, postulats, qu'on admet pour leur caractère un petit peu évident, et après, à partir de ça, on construit. On ne peut pas construire à partir de rien. Donc ça, c'est plus ou moins, ça dépend des présentations qu'on en fait. Alors, Monsieur Leroy m'a dit que vous avez fait une présentation plus ou moins basée sur ce qu'on appelle les axiomes de Peano. C'est un des axiomes du champ de Peano. Mais en fait, on peut le récupérer comme... on peut en faire une preuve, je vais vous faire, très simple, en utilisant le principe d'extrêmement. C'est-à-dire la propriété de bon ordre de n. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc, on va introduire un ensemble. On va supposer que... On va regarder les n. F, ben, c'est l'ensemble des n, où Pn est fausse. Pn, la propriété Pn n'a pas lieu. Qu'est-ce que je veux montrer? Si je veux montrer que quel que soit n, Pn est vrai, je veux montrer que cet ensemble, il est comment? Vide. Je montre que celui-là est vide, donc la propriété elle n'est jamais fausse, donc elle est toujours vraie. Oui. Alors, à nouveau, on fait un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'elle ne soit pas vide. Ah, alors, j'ai une partie de grande N qui n'est pas vide. Donc, elle admet un plus petit élément, je vais l'appeler n de 0. En fait, je prends le plus petit entier où Pn est faux. Donc, ça veut dire qu'on a Pn0 qui est fausse. Vous êtes d'accord? Que le N0, il habite l'envers. Oui. Bien. Alors, le N0, je dis qu'il est forcément plus grand que 1. Pourquoi? On a montré pour... Voilà. Puisque T0, vous avez supposé qu'elle est vraie. Donc, N0, ça ne peut pas être 0. Donc, c'est au moins 1. Donc, l'entier n0 moins 1, c'est bien un entier naturel. Il est dans n. Oui. Et mieux que ça, il appartient à n, et il appartient à qui? Si vous avez pris n0, c'est le plus petit cran où la propriété est fausse. Donc lui, il est strictement plus petit. Donc la propriété à n0 moins 1, elle est comment? Et fausse aussi. N0, c'est le plus petit entier où la propriété est fausse. C'est écrit ici.
Elle est fausse et c'est le plus petit où c'est réalisé. Donc si vous prenez celui juste avant, c'est n0 moins 1, elle est comment la propriété? Elle est vraie. Donc, et n0 moins 1, donc, il n'appartient pas à f, donc, et n0 moins 1 est vrai. Vous êtes d'accord? Ah, mais si Pn0 moins 1 est vrai, l'hérédité, pour l'instant on a utilisé l'initialisation pour dire que n0 était supérieur à 1, que donc n0 moins 1 il habitait bien dans le grand N. Maintenant j'utilise l'hérédité. L'hérédité elle me dit que si Pn0 moins 1 est vrai, Pn0 est vrai aussi. L'hérédité me dit que Pn0 est vrai. Conclusion, j'ai encadré deux trucs qui se contredisent. Je fais un raisonnement par l'absurde. Donc, contradiction. Donc voilà une preuve extrémale par la propriété de bon ordre du principe de récurrence que vous manipulez à tour de bras en terminale. En fait, c'est jusqu'à quelle heure? Normalement, ça finit à 12h30, mais j'imaginais, peut-être faire une séance de questions-réponses sur la fin, quoi. D'accord, donc je m'arrêterai à quoi? Midi? À midi 10, disons. Midi 10, midi 15. D'accord. Bon, alors, est-ce que vous savez, bon, vous avez déjà vu dans votre vie, je pense que racine de 2, c'est un nombre qui est comment? Irrationnel. Très bien, vous l'avez certainement démontré. Oui? Ah non? On est censé le faire, mais l'année de seconde qu'ils ont eue a été très compliquée. Oui, c'est vrai que vous avez... Pour de multiples raisons. Du coup, je tombe un peu à plat, parce que il y a une démonstration extrêmement classique. Et je voulais vous en proposer une qui soit basée sur ce principe d'extrémement, c'est-à-dire aller chercher les candidats extrémaux. Et j'avoue que c'est une démonstration que je ne connais que depuis quelques jours. C'est en préparant cet exposé que je suis tombé dessus et que je trouvais ça génial. Je ne connaissais pas il y a quelques jours. Mais si vous ne connaissez pas la grande classique, hein, du coup... bon, tant pis. Ou alors je fais la grande classique et puis... Vous pouvez nous la faire. et puis... Ouais, ça fait rapidement la grande classe. oui, alors... Donc 6. Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Là, donc on dit qu'il est irrationnel. Je crois qu'on avait vu. Donc c'est une démonstration par l'absurde. Tu t'en souviens si on avait fait en seconde ou pas? Donc démonstration, je vais faire deux preuves. Preuve classique. Preuve classique qui a plein de variantes possibles. Je vais essayer de vous faire la classique la plus proche, vraisemblablement, de ce qu'ont fait les gens dans l'Antiquité. Alors on suppose par l'absurde. Aristote, si vous lisez Aristote, il pointe que c'est... Il fait référence à cette démonstration classique. Aristote, c'est quelqu'un à peu près vers moins 300. Cette démonstration qui pointe comme l'exemple même du raisonnement par l'absurde, c'est peut-être un des premiers raisonnements par l'absurde qui a été fait. Et le texte il dit parce que si elle l'était, donc rationnel, le pair serait égal à l'impair. C'est ça la conclusion, c'est que pair égale impair, comme Casino, et donc contradiction. Donc par l'absurde. Donc si racine de 2 appartient à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'écrire sous la forme
P sur Q. Et vous pouvez, ça c'est vachement important dans ce type de raisonnement, toujours supposer que votre fraction, elle est irréductible, qu'elle a été simplifiée au maximum. Donc c'est-à-dire que le PGCD, vous connaissez le mot PGCD de P et Q vaut 1. Donc il existe deux entiers. Alors, normalement, c'est en rationnel, vous avez du signe, hein, mais ici, votre racine de 2, il est positif. Donc le numérateur et le dénominateur, vous pouvez les prendre, ils sont positifs et non nuls. Donc je vais les prendre tous les deux dans une étoile. Tel que on est ça, et PGCD de P et Q vaut 1. Fraction irréductible. Alors, comment on veut faire, hein, dès qu'il y a des PGCD, ce qu'on sait manipuler, c'est les nombres entiers. Donc on essaie toujours de se ramener à ce qu'on sait faire. Donc on essaie de travailler avec des entiers. Donc on évacue le mauvais ici, c'est la racine de 2. Et pour revenir à une situation entière, évidemment, on prend le carré. Donc ça veut dire qu'on aurait, en élevant au carré, 2 égale P2 sur Q carré. Autrement dit, vous auriez P carré égale 2Q carré. Oui. Alors, ça, je dis que si P carré égale 2Q carré, ça, bon, évidemment, ça veut dire que P carré est pair. C'est écrit deux fois quelque chose. Mais ça veut dire que P est pair. Pourquoi? Parce que, ça c'est facile à vérifier, si vous prenez un nombre au carré, s'il est pair, le carré est pair, mais s'il est impair, le carré est impair. Donc pour que le carré soit pair, il faut forcément qu'il provienne d'un nombre pair. Oui? Donc, P carré est pair, donc P pair. Alors, si P est pair, ben forcément, Q il est impair. Puisque si Q avait le mauvais goût d'être pair aussi, ça contredirait l'irréductibilité. Donc, Q est impair. Bien. Là, je l'encadre parce que ça va être la source de la contradiction. Alors maintenant, j'écris que P est pair. Donc, dire que P est pair, ça veut dire que c'est écrit deux fois un nombre entier, deux fois P'. Donc, si je calcule, si je réinjecte la valeur ici, P égale 2P' dans cette égalité, j'obtiens quoi? J'obtiens que, alors, P carré, ça fait 4 P' carré égale 2Q carré. Et donc, si vous simplifiez par 2 de chaque côté, 2 P' carré égale Q carré. Oui? Ah. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que Q carré est pair. Donc Q est pair. Et il était déjà impair. Donc Q il est à la fois pair et impair. Absurde. D'accord? Ça c'est une des façons de le présenter. C'était ça la démonstration? Oui. Ah ok, d'accord. Donc Q carré est pair. Donc Q pair. Ce qui est contradictoire, c'est les deux encadrés. Bien, donc ça c'est une des variantes de la démonstration classique. Donc démonstration par une considération de quelque chose qui est extrémal, donc je trouve absolument personnellement époustouflante. Donc des preuves par extrémum. Alors, montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q, ça revient à montrer qu'il n'existe aucun entier n tel que n racine de 2 soit entier. Puisque dire que racine de 2 est rationnelle, ça veut dire que vous avez Q fois, il existe un entier Q tel que Q fois racine de 2 soit entier. D'accord? Donc on va montrer. Il existe
aucun entier n supérieur à 1, bien sûr, parce que 0 fois racine de 2, ça fait 0, donc c'est entier, tel que donc n racine de 2 soit entier. Vous êtes d'accord que si je prouve ça, j'aurais prouvé que racine de 2 est irrationnel. C'est exactement ce qu'il y a. C'est comme ça. Alors, je vais considérons l'ensemble D. C'est l'ensemble des entiers n supérieur à 1, tel que n racine de 2 soit entier. Je veux prouver qu'il n'y en a pas, mais bon, je peux quand même considérer l'ensemble de ceux qui réaliseraient feraient le job. Et donc, qu'est-ce que je veux prouver? Comme tout à l'heure, je veux prouver qu'en fait, cet ensemble est vide. Bien. Alors, s'il ne l'était pas vide, toujours pareil, c'est une partie des entiers, elle n'est pas vide, donc elle a un élément qui est le plus petit possible. Si D n'est pas vide, soit on va appeler K le minimum de D, le plus petit élément de D. Et alors je pose posons x égale racine de 2 moins 1 k. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce nombre x? Si vous développez la distributivité, c'est un nombre entier. Ouais, il a une sale tête de nombre pas entier, mais c'est un nombre entier. Pourquoi? Parce que x, c'est donc racine de 2k. Donc ça, c'est entier par définition de k, puisque k égale min de d, donc il appartient à d. Donc ça veut dire que k racine de 2 est entier. Et puis, moins k. Donc ça, c'est 2 entiers. Donc lui, il est entier. Il est entier, il est supérieur à 1, puisque évidemment, ça c'est un nombre qui est strictement positif. Puisque racine de 2 moins 1, c'est strictement positif, et K c'est un entier supérieur à 1. Et que pensez-vous de x racine de 2? X racine de 2, oui, c'est entier aussi. Ça saute pas. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ça, vous avez ici 2K moins K racine de 2. Donc à nouveau, les deux trucs, ça c'est 2 fois un entier, ça c'est un entier par définition de K. Donc ce sont des entiers. Donc ça c'est un entier. Plus grand que l'entier par l'anticipation. Donc 0 c'est plus grand que cet entier. Moralité. X il vit où? Puisque X est un entier, plus grand que 1, et que X racine de 2 est un entier aussi. Donc X il appartient à D. Mais le problème, c'est que, regardez, x par rapport à k, vous le multipliez par, en gros, 0,4. Donc ça, c'est un nombre qui est strictement plus petit que k. Là, c'est idiot, puisque k, c'était le plus petit qui faisait le job. C'est toujours le même truc. Chaque fois que vous considérez un élément qui est extrémal, si vous trouvez un qui est strictement plus petit ou strictement plus grand, ça dépend si vous travaillez avec un min ou un max qui fait le job, vous obtenez des contradictions. Or, x est strictement plus petit que k. Donc vous voyez, c'est une autre démonstration qui est basée sur l'extrémalité de l'irrationalité.
Alors, 46. Bon. Alors, on peut faire la chose suivante. C'est un truc assez mignon aussi. Donc, 7. Donc, vous prenez 2 endpoints n'importe comment dans le plan, presque n'importe comment. Vous en avez n d'entre eux qui sont rouges, vous les coloriez en rouge, et n d'entre eux qui sont coloriés en bleu, par exemple. Donc 2 endpoints dans le plan. N sont rouges, N sont bleus. Alors, vous voulez relier les points rouges aux points bleus, donc tracer des segments entre les rouges et les bleus. Et vous vous demandez si c'est possible de trouver un tel appariement des bleus et des rouges sans que les croisements des segments. Peut-on relier les n points rouges aux n points bleus par des segments sans que les segments se croisent? Alors il faut une condition, parce que si vous voyez, si vous avez cette configuration, par exemple, si vous avez 4 points, si vous avez un bleu, un rouge, un rouge, un bleu et un rouge. Non, pardon. Bleu. Vous êtes dans cette configuration, vous voyez. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Bleu. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Il faut ça du même côté. Si vous avez cette configuration, vous prenez 4 points alignés comme ça. Les 2 bleus, les 2 rouges. Ben, vous ne pouvez pas relier bleu et rouge sans que ça se croise. Mais vous avez 4 points alignés ici. Donc on va supposer que 4 points ne sont jamais alignés. Que 4 d'entre eux ne sont jamais alignés. Voilà. Donc, mais j'affirme que la réponse est positive. Alors, on peut joindre les... Il existe, parmi toutes les tracés possibles de segments entre les points bleus et les points rouges, il y a une configuration où les segments ne se croisent pas. Oui, attends, je t'écoute. Je l'écris juste. Alors, on peut relier les N bleus au N rouge par des segments qui ne se croisent pas. J'ai une question, est-ce que c'est nous qui choisissons où est-ce qu'on les met les points ou... Ah, ils sont donnés au hasard. Oui, ils sont donnés au hasard. Non, mais là, je prenais une configuration, justement, où si tu ne mets pas la condition de non-alignement, tu ne peux pas, avec 4 points qui sont disposés comme ça. Et donc, si tu as une configuration avec 100 milliards de points, mais que tu as un endroit, ça, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, Mais si on répartit tous les n points rouges sur une droite qui est parallèle à une autre droite... oui, non, mais là, tu choisis ta disposition de points. Moi, je te donne la distribution de points. Ah, d'accord. Tu prends, je sais pas, tu prends des confettis. Hein, je ne conseille pas de le faire ici, hein, parce que les agents de nettoyage ne vont pas être contents. Tu prends une poignée de confettis, pareil, hein, comme dans une poignée, on peut en mettre ton papier, tu les balances là, comme ça dans la salle. Les confettis vont tomber par terre,
Voilà, tu mets 2 n confettis, un nombre pair. Bon, en fait, si tu fais ça, la condition, elle sera peut-être pas satisfaite. Mais bon, supposons qu'elle soit satisfaite. Alors la question c'est, est-ce que tu peux relier tes n confettis rouges aux n confettis bleus par des segments qui ne se croisent pas? Bon. Alors déjà, encore un exercice de dénombrement assez simple, mais combien y a-t-il de configurations possibles de tracés de segments? C'est-à-dire, vous avez vos n rouges, vos n bleus, donc combien il y a de façons de tracer des segments qui relient les bleus aux rouges? Vous savez ça? 2 n par ligne. Non, il y en a plus que ça. 5 n. Il y en a énormément, mais... Une infinité, non? Ah non, ben non. Ah, Une mais infinité. c'est Non, vrai, non, mais tu c'est ne peux vrai. pas en avoir une... Justement, Non, mais c'est vrai. s'il y en avait une infinité, je serais... C'est vrai, il peut pas avoir un- ça irait peut-être pas pour nous, encore que... non, vous connaissez ça? Là, factoriel. Ah, Ah. Ouais, il y en a factoriel. Oui. Oui, en fait, puisque vous connaissez le mot bijection, non? Oui. Oui, Non, 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 ils non, connaissent pas. non, vous connaissez je ça. Mais bon, vous avez... Lui, il connaît tout. Vous avez vos rouges, bon, là je les mets alignés, mais et vos bleus. Donc si vous prenez, vous partez d'un rouge, vous devez aller vers un bleu. Donc pour un point rouge donné, vous avez combien d'extrémités possibles? Vous en avez n. D'accord? Donc vous avez n segments comme ça qui partent de cette extrémité rouge. Une fois que vous avez fait votre choix, c'est-à-dire que vous avez choisi votre extrémité, donc vous avez n choix. Le deuxième point qui est là, bon, parce que vous ne voulez pas qu'ils se croisent, hein. C'est un moins ça. Donc vous allez avoir n moins n choix, etc. Donc vous avez factoriel choix, factoriel n choix. Monsieur Leroy a écrit ce que c'était, n fois n moins 1. Choix de segments qui sont d'extrémité rouge à extrémité bleue. En réalité, si vous considérez tous les segments, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tous les segments qui ont... Ça pourrait être une configuration, je relie les n points bleus au même point rouge. Je ne l'ai pas a priori, je ne l'avais pas vraiment interdit. Dans ce cas, il y en aurait n puissance n. Si vous autorisez des segments comme ça. Mais dans ce cas, ils se croisent, parce qu'ils se croisent déjà au sommet. Donc c'est pour ça que j'avais dit factoriel. Mais sinon, c'est n puissance n. En tout cas, peu importe, ce qui est certain, c'est qu'il y en a un nombre fini. Alors, vous avez un nombre fini de configurations possibles. Bon, finalement, le fait qu'elle soit finie n'est pas très important. Vous allez considérer la configuration qui a quelle propriété extrémale, d'après vous? Qui admet un minimum et un maximum. Ouais, mais un minimum et maximum de quoi? Parce que là, tu vois, c'est pas, les configurations, c'est pas des nombres qu'on peut ranger par ordre croissant. Donc, il faut à chaque configuration lui associer un nombre. Voilà. Quel nombre serait assez naturel? Imaginons qu'il y ait 3 points, bleu, 3 points rouges. Donc voilà, imaginons que je fasse hop, hop, et pardon, ça c'est bleu, rouge. Voilà, ça c'est une configuration possible par exemple, hein, qui relie les 3 points rouges aux 3 points bleus. Quel nombre je pourrais associer à cette configuration? Le nombre de croisements. Comment? Le nombre de croisements. Oui, le nombre de croisements, oui, certes, oui, mais c'est pas ça qu'on va prendre. C'est pas un nombre entier, mais vous pourriez considérer là. En fait, la longueur de la configuration. C'est-à-dire, vous faites la somme de tous les segments. Vous avez n segments. Chaque configuration, c'est n segments qui relient les points rouges aux points bleus. Vous prenez une unité de longueur, vous associez à chaque segment sa longueur, vous additionnez toutes les longueurs.
Donc, chaque configuration, vous pouvez lui associer sa longueur. Et on va prendre la configuration, parmi toutes les configurations possibles, qui a la plus courte longueur. Il y en a une, au moins une. Donc, considérons la configuration, c'est-à-dire donc parmi tous les tracés de segments possibles entre les rouges et les bleus, qui a la plus petite longueur. Alors je dis qu'elle ne se croise pas. Alors ces segments ne se croisent pas. Pourquoi? Ça sert à trouver ces segments. Ça se croise pas. Expliquez-moi pourquoi. Ça va toujours être le même ingrédient. Par l'absurde, si ça se croisait, je pourrais trouver une configuration qui a une longueur plus courte. Alors pourquoi? Ça, c'est la géométrie élémentaire. Tous les points forment un polygone et c'est diagonal. Non, les points ils sont dispatchés vraiment au hasard, Balthazar, dans le plan. Hein. Au hasard, simplement, la seule condition, c'est qu'on veut qu'ils ne soient pas trop alignés. Quoi. Mais non, on n'a pas la maîtrise de la configuration des points. Ils sont donnés comme ça. Oui. Je pense à un truc, si on fait une croix, Ouais. ça, on peut les relier. Voilà. Oui. Ouais. Supposons que parmi que cette configuration qui est de longueur minimale possède à un endroit un croisement. Hein? Donc vous avez un bleu et un rouge. Et puis ici, mettons des primes. Voilà, vous avez voilà, donc là, à quelque part dans votre configuration, vous avez ce type de schéma. Donc peut-être qu'ils n'ont pas entendu ta réponse, donc ça vous laisse une deuxième chance pour le trouver. Est-ce que vous pouvez modifier la configuration de manière à la rendre de longueur strictement plus petite? Auquel cas, il y aura une contradiction avec le fait que vous avez choisi la configuration qui soit de longueur minimale. Il suffit de relier comment? Voilà, vous faites comme ça. Donc, si au lieu de choisir ces segments, j'avais choisi ceux-là, par l'inégalité triangulaire, ben, la configuration BR' des primaires serait de longueur strictement plus courte. Puisque sur deux segments, j'ai diminué strictement la longueur. En contradiction. Donc la configuration de longueur minimale présente 0 croisé. Ouais. Alors, bon, je vais finir par un problème festif. Histoire de boom, de balle, de fête. Alors, vous avez une fête, il y a des garçons, des filles qui dansent. Et les hypothèses qu'on a, c'est que aucun garçon n'a dansé avec toutes les filles. Je ne sais plus quel numéro c'est. Donc, dans une fête. Donc, aucun garçon n'a dansé
avec toutes les filles. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que les filles ont au moins dansé avec un garçon. Chaque fille a dansé au moins avec un garçon. Chaque fille a dansé avec au moins un garçon. Alors je dis que si on est dans cet état de fait, alors il existe deux couples, un couple GF, un couple G', garçon-fille, garçon-fille, donc qui ont dansé ensemble. G a dansé avec F et G' a dansé avec F', mais quand vous croisez, ils n'ont pas dansé ensemble. C'est-à-dire G n'a pas dansé avec F' et G' n'a pas dansé avec F. Donc il existe deux couples. GF et G', tel que G a dansé avec F et G' avec F', mais G n'a pas dansé avec F' et G' pas avec F. Voilà. Alors, ça ne fait rien, il y a une représentation, vous savez que c'est important les représentations dans les maths, parfois le bon choix d'une représentation du problème, ça peut aider pas mal. Il y a une représentation qui est assez pratique, ici, c'est de ce qu'on appelle les matrices. Dans les matrices, je crois que vous allez en parler tantôt. Alors, comme vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez le savoir bientôt, c'est ça? En maths experte uniquement. Hein? En maths c'est experte. en maths experte. Bon, non, mais ça va être, en fait, une matrice, c'est un tableau. C'est un tableau, vous avez un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Donc, on va faire un tableau pour représenter ça. On va mettre les garçons en ligne, les filles en colonne. Voilà, donc je fais un tableau comme ça. Là, comme ça, j'ai les filles. Et là, comme ça, j'ai les garçons. Et je vais représenter le fait qu'il y ait danse ou pas entre une fille et un garçon en mettant un 1 s'il y a danse, 0 s'il n'y a pas de danse. D'accord? C'est un peu binaire. C'est un interrupteur. Je danse, 0. Alors, si on prend la liste des garçons, donc je ne sais pas combien, hein, il y a N garçons, il y a P filles. La première hypothèse, elle me dit quoi? Aucun garçon n'a dansé avec toutes les filles. Ça veut dire que si je balaye une ligne, n'importe laquelle des lignes de ce tableau, qui est composée de 1 et de 0, il n'y a jamais que des 1. Donc il y a toujours au moins un 0. Ouais. Donc dans chaque ligne, il y a au moins un 0. D'autre part, si je balaye n'importe quelle colonne, par exemple celle où il y a un 0 ici, la deuxième hypothèse me dit que je rencontrerai fatalement au moins un 1. Il y a au moins un 1, puisque chaque fille elle a dansé au moins avec un garçon. Donc si je descends comme ça, quelque part, j'ai au moins un 1 ici, dans la colonne. Et si je repars à l'horizontale ici, eh bien, ce que j'aimerais bien, imaginons qu'il y a un 1 ici, hein, ce que j'aimerais, la conclusion à laquelle je veux arriver, c'est qu'en fait, dans ce tableau, j'ai une configuration de type 1, 0, 1, et à la flotte ce 1, 0. Donc, est-ce que j'en ai un ici de 0, forcément? Ah non, ça c'est pas vrai.
c'est pas vrai. Si je suis parti de n'importe quelle ligne, que je fais ce chemin, je ne suis pas sûr qu'ici, maintenant, en revenant à la plombe d'un 1, je vais trouver un 0. En revanche, si je fais un bon choix de ligne, toujours pareil, guidé par le principe de l'extrémum, je suis sûr que ça va marcher. Alors, il faut que je parte parmi toutes les lignes de garçons, je vais prendre celle qui fait quoi? 0. Qui a le plus ou le moins de quoi? Ah, le plus de 1. Le plus de 1, voilà. Si vous prenez la ligne qui est la plus, qui contient le plus de 1, donc ça c'est, je prends la ligne qui contient le plus de 1. Il y en a une, hein. Il y en a plusieurs peut-être, hein, mais j'en prends une qui fait le 2. Donc, je la suis, je refais le chemin, hein. Je la suis jusqu'à ce que je rencontre un 0. Je descends à la verticale, jusqu'à ce que je rencontre un 1. Je descends ou je monte. Et là, je me rebalade sur cette ligne. Le tout, c'est que je trouve un 0 quelque part en dessous d'un 1. Mais, si je trouvais jamais de 0 en dessous des 1, comme il y a un 1 ici, ça voudrait dire que dans cette ligne-là, j'ai un 1 de plus que dans la ligne là. Ce qui contredirait le fait que j'ai choisi ici la ligne qui contient le maximum de 1. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un 0 en dessous de ce 1. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un 0 en dessous de ce 1. Mais je sais que parmi tous les 1 de la ligne choisie, il y a au moins un endroit où je vais avoir un 0, sans quoi ça contredirait la maximalité, le nombre maximum de 1 que j'ai dans la ligne choisie au départ. Donc quelque part, donc, il existe à l'aplomb d'un 1 de la ligne, je vais l'appeler, si j'en fais rien, L max. L max. Donc c'est celle qui contient le maximum de 1. Il existe, donc à l'aplomb, hein, il y a parmi tous les 1, au moins un 0. Sans quoi la deuxième ligne, celle que j'ai choisie, hein, je n'ai pas tout écrit, je vous laisse rédiger, celle que j'ai choisie quand j'ai rencontré un, sans quoi la deuxième ligne aurait strictement plus de 1 que L max, ce qui est absurde. Donc voilà encore une illustration du principe de l'extrémum. Hein. Chaque fois, il faut choisir. Donc il est 12h09. Donc, je vais m'arrêter juste en une minute. Oui. Juste une question par rapport au 1 et au 0, ça représente quoi en fait un 1 et un 0 Non, ça c'est un codage que j'ai choisi. Oui. 1, ça signifie qu'il y a eu danse en tout au sein de ce couple, et 0 qu'il n'y a pas eu danse. C'est juste un codage. C'est une représentation du commode du symbolique du problème. Ouais, juste une minute. Bon, j'avais prévu d'éventuellement vous en parler, mais le temps n'est pas élastique. Si vous faites des études de maths après le bac, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, vous verrez qu'il y a des théorèmes qui sont très très importants en mathématiques, qui admettent des démonstrations basées sur le principe de l'extrémum, et parfois, pour le coup, des démonstrations où la grandeur considérée n'est pas, comme dans tous nos exemples, des grandeurs discrètes, mais des grandeurs où ça varie continuellement dans une certaine partie de R ou du plan. Par exemple, il y a le théorème de D'Alembert-Gauss, qu'on appelle aussi le théorème fondamental de l'algèbre, qui vous dit que tout polynôme à coefficient complexe, vous n'avez pas encore fait les complexes peut-être? Si. Donc tout polynôme, vous savez que les polynômes dans R, ils n'ont pas forcément toujours des racines. Prenez x au carré plus 1, il n'y a pas de racine. Les complexes ont été fait pour ça. Bon, x au carré plus 1, il a une racine dans C. Il y en a deux, même I et moins I. Bon. Mais si vous prenez n'importe quel polynôme,
dès lors qu'il n'est pas constant, il a toujours des racines dans C. On dit que C est algébriquement clos. Et ça, c'est un théorème fondamental d'algèbre. C'est vraiment une puissance inouïe pour faire des tas de choses. Il y a plein de démonstrations. Ça s'appelle le théorème de D'Alembert-Gauss parce qu'il a été énoncé par D'Alembert et puis prouvé de multiples façons par Gauss. Mais Gauss lui-même, donc en avait donné plusieurs démonstrations. Et une des démonstrations, je ne sais pas de Gauss, mais elle repose sur un principe de l'extrémum. On regarde en fait, on voit l'application qui a un complexe associe le module de P de Z, où P est le polynôme. Et on montre que c'est un minimum par un argument d'analyse. C'est minimum, c'est un candidat pour être un 0 du polynôme. Un autre théorème qui est extrêmement important, que vous verrez en deuxième année, si vous faites des maths, vous allez en prépa ou à l'université, donc c'est en deuxième année, ça s'appelle le théorème spectral, qui vous dit qu'un certain type de matrice, justement, de tableaux là, qui ont une propriété on dit qu'elles sont symétriques, ont une propriété tout à fait remarquable et très pratique en algèbre, on dit qu'elles sont diagonalisables. Bon. Ben pareil, ça peut, il y a plein de démonstrations possibles, mais ça peut se démontrer en utilisant l'existence d'un extrémum pour une certaine quantité, qui là encore est d'une variable continue. Voilà. Donc c'est vraiment une idée qui est très, très importante en mathématiques, celle de faire surgir des points extrémaux pour résoudre certains problèmes. Voilà. Je ne sais pas si vous serez là cet après-midi. Il y a un nombre non négligeable d'entre eux. Voilà. Donc cet après-midi, je vous parlerai, ceux qui sont là, de tout autre truc, mais pareil, qui est un grand principe de preuve en maths. Bon, maintenant, donc, si vous avez des questions sur ce que j'ai raconté ou autre chose... Déjà, je pense qu'on peut applaudir quand même l'exposé de M. Boulet. Séance de questions. Est-ce que vous avez des questions sur la recherche en maths, sur ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur, sur comment on fait des mathématiques dans le supérieur, ce que vous voulez. Libre à vous. Ouais, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chercheur en mathématiques? Alors, quand j'étais petit, ça veut dire quand j'étais au collège, disons. Ce que je voulais, c'était, j'avais envie de faire des sciences. Bon, à l'époque, la physique, on la faisait qu'à partir de la seconde. Il n'y avait pas de physique du tout au collège. Mais j'étais tombé au collège quand j'étais au collège sur des livres de vulgarisation de physique, en particulier de l'illustre personne qui a donné le nom à notre établissement. Donc je me passionnais pour les travaux d'Einstein, la relativité, l'astrophysique, ça me faisait rêver. Et donc je disais, moi, je veux faire, plus tard, j'ai envie d'être chercheur. À l'époque, je disais que je voulais être savant. Parce que c'était... bon. Donc ce qui m'attirait, c'était la physique, l'astrophysique. Donc les sciences. Mais j'avais aucune idée qu'on pouvait faire de la recherche en maths. Les maths, ça me plaisait, mais... Et puis après, en avançant en terminale, bon, j'aimais bien les maths et la physique. J'aime toujours d'ailleurs bien les maths et la physique. Mais il se trouve qu'en maths, en prépa, quand je suis allé en classe prépa, je me suis révélé meilleur en maths qu'en physique. Je trouvais ça difficile la physique, je trouve toujours difficile, même si j'aime bien. Et donc, puis j'ai pris plus de plaisir à faire des maths. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai aussi pris conscience qu'il y avait de la recherche en maths. J'étais suffisamment avancé dans le cursus. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire la recherche en maths. Et après, j'ai jamais cherché à être chercheur, c'est-à-dire au CNRS, hein, donc chercheur à plein temps, mais enseignant-chercheur, voilà, ça me plaît. Et dans la partie enseignant-chercheur dans l'enseignement, moi j'adore enseigner, donc ça me va. D'accord, merci. Du coup, vous avez dit que au cours de vos années de carrière, vous avez fait une prépa maths. Qu'est-ce que ça vous a concrètement apporté? Ben, ouais, beaucoup de choses. Enfin, beaucoup. J'ai rencontré, bon, j'ai eu deux profs, un sup et un spé, deux personnalités extrêmement fortes. Bon, le prof de sup, dont je tairai le nom, était un peu un tortionnaire. Il avait des qualités, mais enfin, j'ai passé une année d'enfer, et pas que moi, tous mes camarades, et tous ceux qui étaient avant et tous ceux qui ont été après. Donc vraiment, il était très, très violent, quoi, d'un point de vue
méthode. Pas physiquement, mais c'est vraiment terrible. Bon. Et, mais quand même, j'ai appris pas mal de maths avec lui. Et ensuite, en spé, j'ai eu un prof, lui, enfin, je crois que c'est le meilleur prof que j'ai eu de toute ma vie, toute matière confondue. Donc c'est vraiment à égalité avec un prof de français en première. C'est un prof vraiment extraordinaire et j'ai l'impression que dans ce que je sais, la manière de faire des maths, je lui dois presque tout. Pourtant derrière, j'ai fait plein de... Parce qu'après, je savais en licence, master, enfin maîtrise à l'époque, des thèses, etc. Mais je lui dois énormément. Donc pour moi, ça a été une expérience très enrichissante. Après, je ne veux pas faire la promotion de... Je ne sais pas si c'est sur quoi tu veux m'entraîner. Vous savez qu'il y a toujours la... Est-ce qu'il vaut mieux aller en prépa? Est-ce qu'il vaut mieux aller à l'université? Moi, je suis universitaire. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas aller à l'université. Donc, dans ce débat, il y a souvent des universitaires qui disent « Ouais, il faut les prépas, ils disent pique-pendre des prépas. » Les profs de prépa disent généralement pique-pendre de l'université. Moi, je suis passé par les deux systèmes, puisque donc, j'ai été élève, ensuite... Et je suis conscient que ça m'a apporté beaucoup. Donc je pense que les deux systèmes sont très bien. Chacun avait leurs défauts et leurs qualités. Ça dépend un peu finalement à la fois des objectifs et des qualités plus psychologiques, je dirais, de l'élève que ses qualités mathématiques. Prépa, ça dépend aussi de la prépa dans laquelle on va, mais ça peut avoir un aspect destructeur, c'est ce que disent certains de mes collègues universitaires, et ça c'est pas faux, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous prenez 40 classes sur l'Hexagone, 40 premiers de la classe qui sont habitués à toujours caracoler avec 20 moyennes depuis qu'ils sont nés, vous les mettez tous ensemble. Il y en a un qui va être dernier. On revient au principe de l'extrêmement. Il y aura un premier, il y aura un dernier. Un plus petit élément, un plus grand élément. Parce que, imaginons, on pourrait imaginer comme le troisième ou quatrième problème, qu'ils soient tous à 20 moyenne encore. Et dans ce cas, bon, ça c'est dans un monde idéal. Qu'est-ce que le prof, il va faire quoi? Il va augmenter le timing. Enfin, il va augmenter la difficulté. Et puis finalement, on augmente, il va arriver à les trier. Donc il y aura un premier et un dernier. Et quand on a fait toujours la course en tête et qu'on se retrouve à la queue, il faut pouvoir le vivre. Donc ça peut, je vous parle si vous visez, je sais pas, de rentrer à H4, à Ginette, à Migrant, etc., dans les gros, sur le débat plus modéré, plus modeste de province, ça peut être différent. Et il y a cet aspect qui est effectivement dangereux dans les prépas. Sinon, je pense quand même que c'est effectivement un endroit où vous allez quand même en moyenne manger pas plus de maths au sens vous allez peut-être pas avoir un programme plus fort, sauf si vous êtes dans des très grosses prépas, mais quand même vous serez plus entraîné à faire beaucoup d'exercices plus qu'à l'université. Ça c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. Mais par exemple, vous voyez, parce que c'est un de mes anciens étudiants, qui est passé par l'université. Voilà, on peut devenir donc professeur agrégé sans passer par les classes prépa, pas de problème. Moi je pense, pour savoir si vous devez aller à l'université ou en prépa, c'est, alors d'une part, comme l'a dit Monsieur Bouzet, les objectifs que vous donnez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous envisagez de faire plus tard, si vous avez une idée un peu qui a pris en maturité. Et d'autre part, je pense que c'est une question aussi de profil de l'élève, c'est-à-dire comment vous réagissez face à la pression et qu'est-ce que vous imaginez faire dans le supérieur. Honnêtement, moi, mes enseignants m'avaient poussé à faire une classe préparatoire, mais je savais que à l'époque, je m'effritais très facilement sous la pression. Donc, c'est-à-dire, si on prend le principe on prend les 20 meilleurs élèves d'une classe, sachant que j'étais pas forcément très très brillant en terminale, mais si on prenait 40 bons élèves d'une classe et qu'on les met à un même endroit, à partir du principe que je pouvais potentiellement être dernier, c'est un truc que je gérais assez mal. Donc, c'est pour ça que je suis allé plutôt en licence. Et je trouve que ça a été d'autant plus formateur parce que, effectivement, bon, ça va être un peu sujet à polémique, mais je pense qu'on travaille un petit peu moins à l'université, on a un peu plus de temps libre. En prépa, on est toujours, on a DS, on a colle, on a ceci, on a cela. Vous n'avez jamais une minute pour vous. Alors que
en licence, vous pouvez vous gérer par votre propre rythme, c'est-à-dire les TD, si on a envie de les faire, on les fait. Si on a envie d'aller en CM, on y va, mais on n'est pas sous la contrainte. Et du coup, les temps où j'étais pas sous la contrainte, c'est du temps que j'ai utilisé pour développer d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, on n'avait pas forcément de cours d'histoire des maths, mais je passais volontiers du temps à la bibliothèque universitaire à me cultiver sur l'histoire des mathématiques, l'histoire des concepts. Parce que je pense que c'est des choses qu'on n'évoque pas forcément au lycée, et je pense que les futurs enseignants, ça peut être un défi pour eux que de vous sensibiliser à tout ce qui est histoire des maths. Donc l'an dernier, on a eu l'exemple d'un élève qui était particulièrement brillant en terminale et qui envisage d'être professeur agrégé, être professeur dans un lycée. C'est celui qui intervenait tout le temps quand j'ai fait la Non, c'était pas lui, non. Et donc on lui a conseillé d'aller plutôt en licence parce que le temps qu'il aura de libre, il pourra se servir pour étoffer sa culture mathématique. Parce que vraiment en prépa, c'est vraiment que du disciplinaire. C'est vraiment vous avez le programme et vous faites que le programme, alors que quand vous êtes en licence, vous avez l'occasion de vous cultiver au-delà de ce qui est fait, je pense. Enfin, en fait, effectivement, ça dépend si vous avez besoin de pression pour travailler, s'il faut être derrière avec le bâton. La prépa, c'est parfait. Si en revanche, au contraire, vous résistez mal à la pression et que vous avez des qualités d'autonomie, parce que le danger à l'université, effectivement, c'est que comme vous avez beaucoup moins de pression, là, ouais, bon, c'est bon, je ferai ça demain. Vous allez procrastiner. Vous ferez toujours le demain, et puis il y a un demain qui va arriver. c'est toujours le même principe. Vous allez bing, ça sera l'examen. Et donc là, vous serez collé. Et quand bien même, vous serez rendu compte 3 jours avant, 3 jours c'est l'examen. Pendant 3 jours, vous allez bosser comme un âne. Vous allez franchir votre examen, vous allez le réussir, mais ce que vous aurez fait, ce sera pourri, quoi, en termes d'acquisition. C'est-à-dire que une semaine après, vous n'en ferez plus rien. Donc c'est pas un apprentissage de bonne qualité. Donc si vous avez besoin d'être bien dans un cadre scolaire, la prépa c'est parfait, et que vous êtes résistant psychologiquement, ça va. Sinon, il vaut mieux aller en licence. Tant qu'en licence, on le voit, il y a beaucoup d'élèves justement qui sont recalés de prépa et qui vont en licence, qui n'ont pas forcément l'autonomie dans le travail. Et je me souviens que l'année où j'avais commencé en licence, on était 50 en promo en L1 maths info. On était 20 en L2 parce que il y avait 30 élèves qui n'avaient pas l'autonomie et qui avaient ce truc un peu pourri du on révise les partiels la veille. Sauf que ça, moi je vous l'ai dit, on révise pas un DS la veille, c'est pas possible. Le travail, ça se fait sur la longueur. Acquérir des connaissances, ça se fait sur la longueur. Et puis en L3, on était, je crois, 3 survivants de... On avait les redoublants, heureusement, pour remplir la licence, mais voilà, là par contre en licence, c'est vraiment important d'être autonome dans son travail et d'être exigeant avec soi-même. Je pense, on va pas forcément être d'une immense exigence avec vous, mais il faut que vous soyez exigeant avec vous-même. Sinon, vous avez droit à l'échec. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les maths en général? J'ai l'impression que le fait qu'on entende que les chercheurs, justement, aujourd'hui, sont très bien payés en France, ça décourage la plupart de devenir chercheurs, justement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je pense que ce qui peut décourager, c'est... Parce que, honnêtement, le fait d'être mal payé, je n'adhère pas forcément. C'est pas si... Alors, effectivement, si on compare à niveau d'études égales, il n'y a pas beaucoup, parce qu'un ingénieur, c'est il est bac plus 5, un universitaire, il est bac plus 8, en général, minimum. Même avoir une habilitation, c'est plus. Le salaire de l'ingénieur va être en général bien plus grand. Mais ceci étant, je ne pense pas que ça soit un facteur décourageant pour les jeunes, le salaire. Ce qui est plus décourageant, en fait, c'est le très faible nombre de postes. C'est quand vous savez que vous allez entreprendre des études extrêmement longues pour avoir une probabilité d'emploi qui est extrêmement faible, c'est pas forcément motivant. Vous voyez, c'est plus là qui est le souci que dans la paie.
Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? On peut grand max 5 minutes de plus, mais non, pas d'autres Ceux questions. d'entre vous qui sera là cet après-midi? Ouais, donc vous êtes presque tous là. Bon, on pourra continuer à discuter cet après-midi après le deuxième exposé. Bon, merci encore, Monsieur Bouzet.